Oui, merci de me recevoir et puis merci à Bénédicte, puisque effectivement elle vient de valoriser les travaux du CESE que je représente aujourd'hui. Donc le Comité économique et social européen, qui est l'organe consultatif de l'Union européenne et qui représente la société civile organisée. Et nous sommes fortement convaincus de la nécessité d'un changement d'échelle dans les politiques européennes de l'eau. L'approche actuelle, elle est fragmentée, elle ne permet pas de relever de manière adéquate les défis auxquels nous sommes confrontés, en particulier en ce qui concerne l'eau douce. Et même s'il y a un cadre juridique qui existe, il ne produit pas les résultats escomptés assez rapidement et il ne couvre surtout pas tous les domaines d'action possibles. Alors, la législation actuelle, elle se concentre davantage sur la qualité de l'eau, ce qui a été dit précédemment, et ce qui est essentiel, mais les questions relatives à la quantité d'eau, à l'utilisation et au partage de l'eau dans les différents secteurs de notre société sont trop souvent négligées. Nous avons besoin d'un ensemble complet de mesures au niveau européen pour préserver l'eau douce propre pour les personnes, les entreprises, les agriculteurs et nos écosystèmes, et pour assurer une véritable transition vers une société intelligente dans le domaine de l'eau. Alors, sur la contribution du CESE, effectivement, nous avons présenté en octobre 2023 un appel en faveur d'un pacte bleu pour l'Europe, pour une stratégie globale de l'eau en Europe. Nos travaux portent essentiellement sur l'accès à l'eau, à l'assainissement, les aspects économiques, environnementaux et géopolitiques de l'eau, ainsi que sur les défis et les opportunités liées à l'eau en ce qui concerne l'agriculture, les industries, les infrastructures et la consommation durable. Alors, ce sont 15 principes et 21 actions concrètes qui sont présentées dans notre déclaration pour un pacte bleu pour l'Europe et qui guident nos travaux et fournissent des propositions concrètes pour faire face à la crise de l'eau. Alors, effectivement, on a une très belle revue qui reprend tous ces principes et ces actions que vous pouvez télécharger ou vous demander, et on vous les fournira, bien entendu. Dans ce pacte, nous appelons la Commission européenne à faire de l'eau une priorité stratégique autonome pour l'Union européenne. L'eau ne peut pas se limiter à une politique purement environnementale dans le cadre du pacte vert. Elle doit être une priorité stratégique indépendante, complémentaire de la stratégie de décarbonation et intégrée dans toutes les politiques de l'Union européenne. Et effectivement, on en a parlé, l'automne dernier, la Commission avait annoncé une initiative sur la résilience et pour l'instant, cette initiative est reportée. Donc, dans les exemples concrets de nos propositions, pour voir à peu près ce dont on parle, par exemple, nous demandons à investir énormément dans la modernisation des réseaux de distribution d'eau pour lutter contre le gaspillage, sachant que dans certains pays de l'Union européenne, jusqu'à 50% de l'eau est perdue en raison des fuites. Et nous préconisons aussi la mise en place de politiques sociales spécifiques pour faire en sorte que les populations les plus vulnérables ne soient pas privées d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Je crois que c'est 10 millions de personnes en Europe qui n'ont pas accès à l'eau potable. On parle aussi beaucoup de rénovation dans les logements et on en parle en termes d'énergie, mais par exemple, il conviendrait d'en parler en termes d'économie de l'eau, ce qui serait un peu plus novateur, et trouver des financements aussi pour développer des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et en particulier dans les quartiers défavorisés. Et nous proposons aussi, par exemple, un label de consommation d'eau pour les produits sur l'exemple du label énergétique qui existe déjà en Union européenne et qui pourrait sensibiliser les consommateurs sur l'utilisation de l'eau. Concernant le pacte bleu et la politique européenne, donc, le CESE estime que si le pacte bleu devient l'une des priorités du prochain mandat de la Commission, toutes les politiques de l'UE devront être réexaminées afin d'y inclure la dimension de l'eau. Pour les industries et l'agriculture, qui sont les principaux utilisateurs d'eau, nous pensons que la dimension de l'eau devrait être mieux intégrée dans les politiques au niveau de l'UE et il est important d'adopter une approche sectorielle pour définir des voies de transition qui incluent les défis et opportunités liés à l'eau. Alors, le pacte bleu, il repose sur une philosophie et des méthodes d'action qui sont différentes quand même de celle du pacte vert. Si dans le pacte vert pour l'Europe, les secteurs industriels bruns ont parfois eu du mal à obtenir une aide financière pour se décarboner, dans le contexte du pacte bleu pour l'Europe, il est nécessaire d'aider les industries les plus consommatrices d'eau à adopter progressivement des technologies pour obtenir
pour devenir plus économe en eau, parallèlement à la politique de décarbonation et au soutien à la compétitivité industrielle. En agriculture, une société résiliente à l'eau est aujourd'hui indispensable. La production alimentaire européenne pourrait être menacée par la pénurie d'eau. Et donc l'action 12 de notre déclaration sur le pacte bleu de l'Europe dispose que tous les programmes de la politique agricole commune devraient encourager une gestion durable et efficace de l'eau et intégrer des indicateurs dans chaque État membre afin de suivre les progrès réalisés en matière de gestion de l'eau. Il est absolument nécessaire de soutenir le développement de technologies permettant l'utilisation efficace de l'eau, le recyclage et la réduction de la pollution, et d'inciter les industries, les ménages, les agriculteurs et le secteur public à adopter ces technologies. L'UE peut devenir le leader mondial dans le développement, la fabrication et l'utilisation des technologies économes en eau et se forger une réputation mondiale en tant que zone de production à faible empreinte hydrique. Il faut tenir aussi compte du lien eau-énergie dans nos politiques. L'eau est essentielle pour la production d'énergie et l'énergie est nécessaire pour produire de l'eau potable propre. De nombreuses sources d'énergie telles que l'hydroélectricité, le nucléaire, l'hydrogène et les biocarburants dépendent fortement de l'eau. La rareté de l'eau peut avoir un impact négatif sur notre sécurité énergétique, comme nous l'avons vu par exemple dans le cas de la production d'énergie nucléaire en France lors des sécheresses ces dernières années. Le secteur des eaux usées présente aussi un grand potentiel en matière de récupération de l'énergie et des matériaux critiques. Actuellement, ce potentiel de valorisation énergétique est sous-exploité en Europe. L'industrie européenne peut bénéficier d'énormes possibilités si elle investit massivement dans la recherche et le développement, ainsi que dans les qualifications et compétences des travailleurs. Comme dans toute mutation industrielle, le pacte bleu ne réussira que s'il dispose des ressources nécessaires pour le mettre en œuvre. Concernant justement le financement, nous avons proposé un fonds pour la transition bleue qui devrait soutenir la transition vers des infrastructures durables et résilientes dans le domaine de l'eau, ainsi que de la gestion de l'eau, la recherche et l'adoption de technologies économes en eau. Il devrait financer des investissements dans les conditions de travail, les emplois de qualité et les compétences, ainsi que des mesures visant à réduire les inégalités en matière d'accès à une eau et à un assainissement de qualité abordable. Le Fonds pour la transition bleue pourrait par exemple financer des projets d'infrastructures publiques, la recherche de technologies économes en eau, des réformes publiques soutenant une société sûre du point de vue de l'eau, ainsi que des programmes d'éducation et de formation. Pour conclure, donc l'eau n'est actuellement pas traitée comme une question transversale dans l'Union européenne, mais compte tenu de son rôle dans le soutien de toutes les activités humaines, elle est la ressource la plus vitale à préserver. Nous souhaiterions que toutes les DG de la Commission intègrent l'eau dans leurs stratégies et leurs objectifs, étant donné que les défis concernent tous les domaines de la société. Merci beaucoup. Là aussi pour cette intervention passionnée. On voit que quand les sujets sont passionnants, les intervenants sont passionnés, et donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Alors de l'eau, on passe, on dirait, sans transition, enfin je suis avec une transition d'ailleurs, à la biomasse. Donc avec Christian Couturier, qui est le bien connu directeur du bien connu là aussi Solagro, et qui est le spécialiste en France, on peut le dire, je crois, de la biomasse. Donc l'idée, et ça a été rappelé, c'était intéressant d'ailleurs au moment de la keynote introductive par Dominique Ristori, on est dans un continent qui est largement importateur d'énergie. Quel rôle peut avoir la biomasse? Alors déjà sur ces enjeux de transition énergétique, mais peut-être même d'ailleurs au-delà sur les questions de décarbonation et comment on organise cette transition. Bon, il y aura aussi les sujets d'allocation, enfin voilà, on va pouvoir tout traiter. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, c'est une question, celle des bioénergies, qui se situe au carrefour entre de nombreux enjeux. Donc on vient de parler de l'eau, c'est une question qui relève du système énergétique. Les bioénergies, c'est une composante clé du système énergétique. Donc il y a une première question qui se pose, c'est celle de l'usage des bioénergies et de la meilleure utilisation dans le bouclage de l'équation énergétique. Les bioénergies sont issues d'écosystèmes cultivés, agricoles et forestiers, et puis en fin de vie aussi des
des systèmes de récupération des déchets issus de la biomasse. Donc, on rejoint les notions d'économie circulaire. Donc, il y a une seconde question qui est celle de la quantité de ressources disponibles, mais surtout celle de la quantité disponible sous contrainte de durabilité au regard des enjeux climat, ressources en eau, mais aussi et surtout peut-être de biodiversité, sachant que la biomasse sert aussi à des nombreux usages différents et qui sont souvent concurrents. Et puis enfin, au croisement de ces deux problématiques, se pose la question générale de la gouvernance des bioénergies et des politiques à mettre en œuvre pour inciter l'usage des bioénergies en veillant à rester en deçà des limites acceptables en termes d'impact. Donc, du point de vue du système énergétique, alors les bioénergies ont pour rôle principal, entre autres, pour disons les 30 ans qui viennent au moins, de desserrer la tension sur le vecteur électrique. En fait, tous les scénarios de transition énergétique qui visent le net zéro misent sur une électrification massive des usages, mais il faut tenir compte des tensions sur les ressources en métaux, donc on a suffisamment insisté sur le sujet précédemment, mais aussi de la vitesse technique de sortie des combustibles et des carburants. Par exemple, il ne sera certainement pas possible, encore une fois dans les 30 ans qui viennent, à la fois de rénover l'ensemble des bâtiments, alors du point de vue énergétique, mais aussi du point de vue de la rénovation sur l'eau. J'ai bien noté ce point. Donc rénover l'ensemble des bâtiments, remplacer l'ensemble des chaudières par des pompes à chaleur. C'est une question de coût, c'est une question de nombre de professionnels formés, c'est une question d'absence de solutions techniques abordables. Par exemple, pour les immeubles collectifs en France, clairement, c'est l'alerte que nous envoie l'Union sociale de l'habitat. Donc il va bien falloir massifier la production, entre autres, de gaz vert et puis décarboner poursuivre la décarbonation, en tout cas des réseaux de chaleur, par exemple. Et quand on additionne tous les besoins théoriques en électricité, y compris en mobilisant tous les potentiels de sobriété, d'efficacité, etc., on a aussi un problème de bouclage de l'équation électrique à la fois à court, à moyen et à long terme. Donc, il faudra des bioénergies et tous les scénarios, que ce soit au niveau national, européen ou mondial, convergent vers le principe d'une augmentation significative de la production de bioénergie. Alors, combien de térawattheures? Au niveau mondial, les scénarios du GIEC qui ne dépassent pas les 2 degrés et encore à plus forte raison les 1,5 degré visent à peu près un doublement des bioénergies au niveau mondial à l'horizon 2050. Alors aujourd'hui, les bioénergies en Europe représente 1700 TWh en énergie primaire, donc c'est 3 fois plus qu'en 1990. C'est 60% de la production totale de renouvelables, hydraulique compris, et c'est environ 10% de la consommation d'énergie primaire de l'Union européenne des 27. Et les scénarios de la Commission européenne depuis une dizaine d'années misent sur une augmentation importante. Dans la stratégie 2040 en discussion aujourd'hui, c'est de l'ordre de plus 35 à plus 50% d'augmentation. On aurait un niveau qui atteindrait dans les 2500 TWh à l'horizon 2040. Alors ça, c'est une valeur qui est basée sur une limite qui a été établie par l'IASIBC, donc en 2023. Donc c'est le Conseil consultatif scientifique européen sur le changement climatique. Donc on a un potentiel de bioénergie, alors qui est régulièrement révisé, en général plutôt à la baisse. Par exemple, dans la roadmap pour une économie compétitive et bas carbone en 2011, on visait 4000 TWh en 2050. Dans la stratégie Clean Planet for All en 2018, donc la stratégie de long terme en 2050, on visait plutôt entre 2600 et 3800 TWh dans les différents scénarios. Et puis aujourd'hui, donc l'objectif actuellement en discussion dans la stratégie 2040 dont je viens de vous parler, on est plutôt dans la valeur basse de ces différents potentiels. Donc, on a d'année en année des scénarios qui sont de plus en plus électriques. C'est normal, c'est au fur et à mesure que les ENR électriques gagnent en crédibilité et on a de moins en moins de bioénergie. Mais les bioénergies sont quand même régulièrement minorées dans le débat public, qui reste très électrocentré. Aujourd'hui, cette minoration pose problème et il est important, à notre sens, de remettre la question des bioénergies en haut des agendas, notamment au regard des difficultés d'une électrification tous azimuts de tous les usages. Donc ces limites aux bioénergies sont fixées en fait par deux critères essentiels. Il y en a un qui relève de la biodiversité et l'autre qui relève de la sécurité alimentaire et de la limitation, de la concurrence sur les usages entre les différentes
ressources. Donc l'exploitation de la biomasse, hein, on le sait, génère des impacts sur la biodiversité. Donc on a renforcé progressivement l'encadrement de l'exploitation de la biomasse. Alors pour l'énergie, hein, avec les directives européennes sur les énergies renouvelables, donc aujourd'hui on est à la 3e directive européenne sur les énergies renouvelables, RED 3, mais aussi on cherche à encadrer les autres usages et les autres productions et utilisations de biomasse, notamment avec des dispositifs qui encadrent la production agricole, même si la stratégie Farm to Fork, pour l'instant, on peut considérer qu'elle est à l'arrêt. Donc, on a des dispositifs européens, mais ensuite qui se déclinent au niveau national, hein, et qui se nourrissent d'ailleurs mutuellement. Donc, en France, par exemple, c'est la stratégie nationale bas carbone, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais il faut insister, à mon sens, sur la nécessité de disposer de mécanismes à différentes échelles et jusqu'à l'échelon local. Alors, en France, par exemple, on a une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui est censée être déclinée en schémas régionaux biomasse, hein, les SRB, et cette déclinaison, elle est censée anticiper et prévenir les conflits d'usage. Notamment, on a des cellules régionales biomasse qui sont animées par les services de l'État et qui sont chargées d'analyser les plans d'approvisionnement des plus grandes unités de production de bioénergie. Et ces SRB, hein, nécessitent aujourd'hui d'être redynamisés. Il faut en faire des outils de pilotage des politiques publiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. J'insiste sur cette dimension locale et régionale parce que les impacts sur la production et l'utilisation des bioénergies, on a des impacts qui sont des impacts mondiaux au niveau climatique, mais on a aussi des impacts locaux au niveau de la biodiversité, notamment, qui doivent s'analyser à un niveau local. Voilà, donc pour conclure, hein, le chemin à suivre en matière de bioénergie, c'est vraiment une ligne de crête. On est très loin de vision binaire. Hein, c'est ce qu'on a fait à Solagro avec des scénarios comme AFTER sur l'usage des terres, qui est étroitement articulé avec le scénario Négawatt sur l'énergie, qui est lui-même développé au niveau européen avec le scénario Clever, qui a été présenté l'an dernier et qui visait à apporter le sujet de la sobriété dans l'agenda européen. Donc ça, c'est pour rebondir sur les différentes interventions précédentes qui ont mis l'accent sur la nécessité de travailler sur la sobriété. Et la sobriété, ça se décline aussi sur les systèmes alimentaires. Merci beaucoup pour cette intervention. On va passer à une nouvelle ressource dans le cadre de ce webinaire. On va se concentrer sur le cuivre avec Gaëtan Lefebvre, qui est expert intelligence minérale à BRGM et au FREMI. Merci d'être présent. On a une question donc pour vous. Comment construire une politique européenne du cuivre et en faire un exemple à suivre pour les autres métaux? Bonjour à tous. Merci et veuillez excuser ma voix un peu défaillante, mais merci pour l'invitation. J'ai une présentation rapide pour illustrer cette question qui revient un peu sur le sujet des métaux critiques qui a été abordé auparavant. Et peut-être juste en introduction, introduire donc l'OFREMI que je représente aujourd'hui, qui est l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, qui a été créé fin 2022 et qui est finalement un projet porté par le BRGM et plusieurs instituts publics. Le BRGM est dans le service géologique national et c'est avant tout un partenariat public-privé donc qui réunit les besoins des ministères et des industriels pour apporter vraiment une approche pluridisciplinaire et unique d'analyse des chaînes de valeur des métaux critiques. Donc on a un peu plus d'1 an et demi d'existence aujourd'hui et on a fait des travaux sur un certain nombre de métaux, dont le cuivre que je vous présente aujourd'hui avec une dimension européenne. Et je représente également le projet SCREEN, qui est en fait un projet européen de soutien à la Commission européenne sur l'élaboration de la liste aux métaux critiques. Donc, tout d'abord, pour se poser cette question aujourd'hui, c'est le cuivre en Europe, qu'est-ce que c'est? On a une consommation d'à peu près 4 millions de tonnes et on a des sources domestiques, en quelque sorte, d'extraction, avec les plus importantes qui viennent de mines en Suède, en Finlande, en Pologne, en Espagne et au Portugal. Ensuite, on dépend à 25% d'importation de concentré, à 12% d'importation nette, finalement, de cuivre raffiné, comme on l'appelle, et à 43%
tout ce qui sont la consommation de scrap ou de déchets directement produits en Europe. L'acteur le plus important de consommation de cuivre à l'échelle européenne est l'Allemagne, mais pour se placer à l'échelle française, on peut estimer qu'on a à peu près en consommation 400 000 tonnes par an de consommation par tous les secteurs confondus. Or, ces besoins vont fortement augmenter avec les besoins de la transition énergétique. Donc là encore, si on considère la France seule, donc sur les 400 000 tonnes que je viens d'évoquer, on estime presque à 400 000 tonnes supplémentaires les besoins d'ici 2030, à la fois pour les réseaux, pour la mobilité électrique et pour l'éolien et le solaire. Donc le cuivre qui va servir à tous ces raccordements et intégrés au sein des secteurs. Donc une fois qu'on a posé ce constat, on regarde les productions européennes donc, que je viens d'évoquer et les réserves, et on voit qu'elles diminuent très fortement, encore plus à l'horizon 2050, parce qu'il y a un manque de renouvellement de ces réserves et des connaissances des gisements. Donc, comment prendre l'exemple du cuivre pour avoir une vraie politique européenne sur les matières premières? Et là encore, je vais reprendre les propos de M. Salvatore évoqués précédemment, parce que les constats qui sont faits sur le cuivre peuvent se répliquer à pas mal de matières premières, et donc sont à plusieurs échelles. La première échelle, qui est sur le long terme, mais qui nécessite d'agir le plus rapidement possible, est celui d'identifier des nouveaux gisements, car on a encore un potentiel d'identification de gisements en Europe. Pour cela, on peut mettre en œuvre des nouveaux concepts d'exploration, donc vraiment au niveau géologique. Et les enjeux sont très forts donc d'acceptation sociétale, mais aussi vraiment de souveraineté, de sécuriser et d'aller vite en fait sur cette découverte de niveau de gisement. Et c'est pour ça que je le présente en premier, parce que comme ça prend du temps, il est nécessaire de le prendre dès maintenant, ce problème. Et on a vu que le CRMAC propose des solutions en raccourcissant les temps d'accord des autorisations pour des projets jugés stratégiques. Donc là encore, le cuivre peut être un très bon exemple et ça doit être amélioré sur un certain nombre de matières premières. Deuxième enjeu sur le plus moyen terme, c'est bien sûr celui du recyclage. Je crois que ça a été évoqué dans le fil de discussion, la gestion des déchets. Parce que le constat aujourd'hui, c'est qu'un grand nombre de déchets n'arrivent pas à être traités en Europe. Donc, il y a deux verrous à cela. La réglementation, qui même si elle est compliquée, doit progresser pour faire en sorte que des déchets à haute valeur ajoutée puissent rester en Europe, mais surtout des investissements qui sont liés. C'est aujourd'hui, on n'a pas la capacité de traiter un certain type de déchets de cuivre, ou alors il n'y a pas justement l'incitation financière suffisante pour le faire, et donc le vrai effort est à mener là-dessus. Mais deuxième message sur le recyclage, c'est qu'il ne pourra venir qu'en complément des besoins totaux qu'on a en cuivre. Et là-dessus, donc l'Ofrémy s'est positionné, c'est le graphe que vous avez en bas à droite, c'est que quoi qu'il arrive à l'horizon 2035, on est ici à l'échelle mondiale, mais c'est vrai à l'échelle européenne, il y aura quoi qu'il arrive un gap entre la demande en cuivre et la production en cuivre. Donc la partie orangée permet d'une certaine manière de réduire ce potentiel, mais c'est avant tout par le primaire, c'est avant tout par du cuivre extrait de mines à travers le monde que l'on pourra réduire ce gap, bien sûr tout en mettant en œuvre aussi des politiques de sobriété qui sont des leviers très efficaces pour réduire le besoin total. Les enjeux de la substitution, ensuite, ont été évoqués. Et du côté du cuivre, on va se tourner vers l'aluminium en particulier. Et on est actuellement dans un contexte intéressant, car le cuivre est à des niveaux de prix très élevés, c'est-à-dire un facteur x4 par rapport à l'aluminium, qui rend, quand il est techniquement possible, la substitution intéressante. Donc, la substitution est un autre levier, mais là encore, on se heurte toujours à des problèmes de déportation du problème, parce que la demande en aluminium est également très forte, et donc faire attention à ne pas uniquement déporter le problème vers un autre métal critique. Il y a un enjeu de stock stratégique qui là aussi va être adressé à l'échelle européenne.
Donc, c'est notamment les problématiques d'achat commun et de gestion commune de stocks à réaliser. Malgré cela, la problématique des stocks, il faut répondre à beaucoup de questions, notamment qui stocke, qui paye et comment on répartit les stocks une fois qu'on les a créés. Donc, c'est vraiment à moyen terme parce que les solutions ne pourront pas être immédiates. Et donc, on arrive enfin à un dernier terme et un court terme qui est vraiment la diplomatie des ressources minérales, qui là encore a été présentée et beaucoup plus active ces dernières années qu'elle ne l'a été, mais reste fondamentale, c'est-à-dire trouver des pays partenaires et en fait lancer des projets conjoints. Donc, on a sur l'exemple du cuivre, un projet conjoint donc, avec l'Allemagne et la Finlande et la France pour essayer d'aller parler à des pays partenaires, donc notamment le Chili, pour réfléchir. On peut penser au Maroc aussi, qui a d'importants gisements de cuivre et qui est plus proche de l'Europe, pour réfléchir finalement à sécuriser ces matières premières critiques dans un horizon très court. Bon, alors on finit là notre liste, et, comme on dit pas en France, par l'autre nerf de la guerre, l'argent. Donc on a bien compris, je pense que tout ça allait coûter un petit peu cher. On a la chance d'avoir avec nous la directrice des affaires européennes de la Caisse des dépôts et consignations qui intervient. Alors, je ne vais pas présenter la caisse, hein, je pense que tout le monde a eu affaire un jour ou l'autre avec vous. Donc maintenant, l'idée, c'est voilà, comment on finance ces politiques de préservation de ressources. On a dit que même quand on mettait des milliards, d'autres mettaient plus de milliards encore. Et voilà, comment on arrive à développer avec les budgets et douanes des politiques qui après forcément seront aussi territoriales. Et donc on voit bien toute la difficulté de l'équation. Bonjour à tous, merci infiniment pour cette invitation et je ne vais pas présenter la caisse parce que là pour le coup on a déjà un peu de retard, là je pense que ça sera vraiment dans les choux et je vais être très rapide pour les personnes qui sont restées. Je pense que le sujet, on a vu, le sujet du financement est évidemment accouru tout au long des interventions précédentes et moi j'aimerais commencer cette petite intervention par deux constats. Le premier, c'est que finalement, la question des ressources est à l'intersection des deux grands défis que rencontre l'Europe, qui sont la transition environnementale et les questions de souveraineté, simplement pour dire que c'est des enjeux colossaux en termes de besoins d'investissement. Si on cite un rapport récent, qui est le rapport Noyer, il parle de 1000 milliards d'investissements supplémentaires par an. C'est des investissements majeurs parce que ce qui est en cause ici, c'est vraiment une transformation de notre économie, de notre manière de produire, de notre manière de consommer. Tout ça a très bien été expliqué dans les précédentes présentations. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce constat, c'est que dans ce cadre, les financements publics s'avèrent indispensables. Parce que finalement, les financements privés spontanément ne seront pas suffisants pour des raisons simples. D'abord parce qu'on a affaire, comme disent les économistes, à des externalités et donc les prix ne reflètent pas la valeur des biens et des services rendus et de ce point de vue-là, le marché ne permet pas une allocation des ressources spontanément optimale. On a affaire, on l'a vu aussi avec de nombreux exemples concrets, à des projets qui sont des projets de montant qui peuvent être très importants et qui peuvent être aussi risqués. Par exemple, on peut penser à la prospection minière ou qui peuvent être risqués d'un point de vue extra-financier. Et donc, de ce point de vue-là aussi, ça complique l'accès à un financement privé. Enfin, en particulier pour tout ce qui est circularité, on sait que les modèles économiques des entreprises circulaires sont des modèles économiques compliqués et très, très divers, très nombreux, avec des interdépendances et des éléments qui peuvent être perçus là encore par des financeurs privés comme risqués. Donc, simplement pour dire que les financements publics
demeurent indispensables et en même temps, et c'est pour ça que je rappelais un chiffre simplement pour commencer, ils sont évidemment complètement insuffisants et ils le seront toujours. C'est pas à chercher de ressources miracles. Le budget européen, si je veux faire un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, 1000 milliards de plus par an, le budget européen pour 2021-27, c'est 1100 milliards. Donc, on voit que c'est complètement hors de proportion. Deuxième constat, et là aussi ça rejoint ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est que le défi se pose effectivement à l'échelle européenne, c'est la bonne maille, c'est ce que vous disiez Emmanuel en introduction, mais finalement les projets peuvent être très diffus. Et donc que ça soit, on a eu l'exemple de l'eau, les fuites dans le système, que ça soit les questions de recyclage ou d'efficacité énergétique par exemple des bâtiments, on fait face à des projets qui sont des projets inscrits dans des territoires qui peuvent être de taille très limitée. Il y en a des très gros, mais il y en a de très limités. Et donc, on se retrouve avec un problème qui est à l'échelle européenne, mais des projets qui, en fait, sont des projets très territorialisés. Donc, sur la base de ce constat, comment fait-on pour répondre à ce problème du financement? En tout cas, quelles sont les pistes? Il n'y a pas de solution miracle. Il me semble qu'il y a deux principes qui doivent être appliqués. Le premier, c'est que on ne peut pas se passer des dépenses publiques, elles ne sont pas suffisantes, mais on peut essayer de les utiliser de la manière la plus active possible. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut essayer de faire jouer un effet d'entraînement sur les financements privés. Ça peut passer par des subventions, mais des subventions qui vont être ensuite assorties de financements classiques. C'est ce qu'on appelle au niveau, on va dire, de la mécanique budgétaire communautaire du blending, un mélange. Ça peut être via des instruments financiers, c'est-à-dire utiliser le budget, les budgets publics, les ressources publiques sous forme de prêts ou d'investissements au capital des entreprises qui sont impliquées dans la gestion des ressources ou l'économie circulaire. Ça peut être sous forme d'assistance aussi, d'accompagnement des projets qui peuvent être jugés viables. Ça, c'est le premier point, activer les dépenses budgétaires. Le deuxième point qui permet aussi de répondre en partie à la question, c'est s'appuyer sur des investisseurs publics qui, eux, sont à la jonction entre ce monde des ressources budgétaires publiques et le monde de l'investissement privé, et ce qui permet finalement d'accompagner le financement, de l'amplifier et également d'entraîner par l'exemple. Donc, je vous ai projeté, et je vous rassure, il n'y a que 2 diapos. Cette diapo simplement pour illustrer avec l'exemple de la Caisse des dépôts, qui est l'exemple que je connais le mieux. La Caisse des dépôts qui est inscrite dans un environnement européen avec la Banque européenne d'investissement en tant que partenaire de la Commission européenne, va être en mesure de cofinancer, donc d'accompagner ces financements publics, de les accompagner aussi d'un point de vue assistance en accompagnant les porteurs de projets et d'ajouter ses propres ressources. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement peut-être dire que, par exemple, toujours pour citer des ordres de grandeur, la Caisse des dépôts s'est ainsi engagée dans un plan climat de 100 milliards d'euros pour les 5 prochaines années, avec notamment un focus très important sur la question de l'eau, mais également évidemment sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique. Donc voilà comment on peut essayer de répondre à cette équation que je rappelais au début, qui est besoin de beaucoup de financement, avec des financements privés qui ne peuvent pas venir spontanément, il faut donc les entraîner, et par ailleurs, des montants majeurs d'investissement, mais des projets qui peuvent être très territorialisés, d'où l'importance d'avoir des relais aussi nationaux de cette action qui est une action européenne planifiée au niveau européen. Donc là aussi, peut-être pour
aller directement à un exemple concret. Je vais vous citer l'exemple de l'initiative conjointe que nous avons prise sur l'économie circulaire avec nos différents partenaires que vous voyez mentionnés sur l'écran, qui sont donc des investisseurs publics de long terme européens, la Banque européenne d'investissement d'une part, et puis ensuite nos homologues polonais, BGK, italiens, CDP, espagnols, ICO, hollandais, InvestNL et allemand, KfW. Et donc ensemble, en 2019, donc c'est une initiative qui est relativement ancienne, nous avons décidé de lancer, de nous engager sur un financement en faveur de l'économie circulaire. Ce qui avait comme objectif finalement qui permettait d'atteindre différents objectifs. D'abord, mobiliser concrètement des financements, et donc cette initiative permet de financer 16 milliards de projets dans l'économie circulaire entre 2019 et 2025 avec ces différents partenaires. Mais au-delà de la mobilisation de financement, ce qui est important aussi, c'est que c'est une initiative qui permet aussi de donner de la visibilité à l'enjeu de l'économie circulaire, qui alors maintenant apparaît comme mieux identifié, mais qui n'était pas nécessairement autant d'un point de vue investissement lorsque nous avons lancé l'initiative. Ça nous permet également de partager de l'information et de l'expérience, des méthodologies entre nous, mais aussi avec le grand public, en tout cas les entreprises qui peuvent être intéressées par cette démarche, puisqu'on a organisé dans le cadre de cette initiative différents ateliers sur des thèmes sectoriels, sur le textile, sur la ville aussi circulaire, sur le bâtiment, qui étaient des thèmes importants. Donc ça, c'était une illustration de ce que je disais précédemment, face aux besoins considérables qui se font jour, aux ressources nécessairement limitées d'un point de vue public et à la frilosité des investissements privés, il nous semble qu'il est important de se reposer sur des initiatives telles que cette initiative en faveur de l'économie circulaire qui permet d'affirmer l'importance du sujet, de le rendre visible et de montrer la voie en fait à des financeurs privés qui ensuite pourront prendre le relais et venir à nos côtés pour financer l'ensemble des transformations qui ont été décrites au cours de ce webinaire. Donc voilà, c'est ce que je vais dire en essayant de rester rapide. Et je vous remercie de nouveau de m'avoir permis de participer. Et je pense qu'on a de quoi faire un webinaire sur le financement et de développer un petit peu tous ces points si l'occasion se présente. Ah mais alors carrément, merci beaucoup. Alors oui, il y a ça. C'est prévu parce que nous, on aimerait bien, mais ça c'est un autre sujet, enfin non, c'est le même sujet, on aimerait bien parler aussi, j'en disais, politique de cohésion post-2027, qu'est-ce qu'on fait sur les fonds structurels, enfin il y a tellement de choses, donc avec grand plaisir, rendez-vous est pris pour parler de tout ça. Jérôme, après je te laisse la parole, tu as évoqué au début votre publication qui sort sur l'économie circulaire. Nous, bon, comme sur l'économie circulaire, on publie beaucoup, on publie même que sur l'économie circulaire, on est obligé statutairement. Donc, on va publier sur l'Europe, donc c'est en ce moment, là, je dois être en train de sortir, donc un peu sur le même sujet, l'Europe des ressources. Parce que ça reste l'Europe et l'économie circulaire, là aussi, sinon je crois que je suis virée, si je parle un peu d'autre chose. Donc voilà, des publications à venir, mais en fait, vraiment beaucoup de sujets. On l'a vu, financement, on a fait ouvrir des questionnements qui doivent être beaucoup plus larges. Le sujet, évidemment, pas les 3 jours avant l'élection, mais c'est surtout les 5 années qui viennent, et même au-delà, les 30 années qui viennent. Donc, merci infiniment à l'ensemble des intervenants. Ce contenu, malgré notre énorme retard, on est désolé. On fera mieux la prochaine fois. Non, probablement que non. Mais en tout cas, pour les prochains webinaires à venir sur les autres ressources, le financement, les enjeux de souveraineté, etc., enfin, plein d'autres, enfin, si tu en es d'accord, Jérôme, on sera plus honnête, en tout cas. On ne vous fera pas croire que c'est 1h30 quand on sait qu'on ne tient pas. En tout cas, merci infiniment et donc on espère à très, très vite, sachant qu'on vous réécrit pour vous envoyer les docs. Enfin, on va essayer de faire peut-être un peu des actes. Enfin, voilà. Donc, merci infiniment. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'espère que vous aussi.
Je me rejoins à ces remerciements à nos intervenants, intervenantes et aux participants. Nous allons en effet, côté confrontation, publier un dossier économie circulaire dans le courant de la semaine prochaine. Je ne promets pas de date non plus, c'est la semaine prochaine, pour ne pas vous mentir. Et nous allons aussi donc mettre en ligne cette vidéo dès la semaine prochaine, en essayant aussi de découper capsule par intervenant et intervenante. Merci à vous pour votre patience et à bientôt pour de nouveaux sujets sur l'économie circulaire et l'Europe.